Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une très grande légende urbaine. Nous allons parler du phénomène Clapham Wood, des phénomènes paranormaux et horrifiques qui se passent dans des forêts. J'espère que cette grande vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de liker et de partager et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en description et aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucun contenu qui va suivre. Et nous, on se retrouve pour parler de cette mystérieuse légende urbaine. Allez, c'est parti. Clapham Wood est une forêt située à côté du village de Clapham en Angleterre. Les témoignages de phénomènes paranormaux modernes eurent lieu durant les années 1960. Mais des témoignages vieux de plusieurs siècles font mention de phénomènes au sein de la forêt. Au XVIIIe siècle notamment, une dame âgée décrit une forme lumineuse et ronde semblable à une pleine lune, flottant à travers la forêt et qui disparut dans les buissons en déclenchant beaucoup de fumée aux alentours. Cette description d'objets volants non identifiés connaît une continuité à l'été 1967. Paul Glover et un ami à lui marchaient dans les bois de Clapham lors d'une nuit dégagée au ciel étoilé. Vers 22h, les deux hommes remarquent un objet volant en forme de boomerang se déplaçant rapidement dans leur direction, avant de le perdre de vue. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent deux lumières lumineuses dans le ciel. Ils affirment que l'une des lumières relâcha un petit objet volant jusqu'à la seconde lumière et il sembla y entrer. Une heure plus tard, les deux hommes voient plusieurs lumières jaunes dans le ciel qui semblent descendre dans les bois. Il y eut plusieurs témoignages dans la décennie qui suivit. Et c'est dans les années 70 que les événements étranges et sordides s'accumulent. Au début des années 1970, David Bennett, un bedeau employé par l'église locale pour veiller au bon déroulement des cérémonies et qui aime enregistrer le bruit des rossignols dans les environs, remarque qu'il ne se manifeste plus, comme si la forêt était devenue silencieuse. D'autres témoins rapportent que la faune semble avoir déserté les bois. Plusieurs promeneurs qui traversent la forêt de Clapham tombent malades. Ils souffrent de maux de tête et de crampes d'estomac. Certains promeneurs rapportent s'être sentis mal à l'aise et avoir été poussés par une force invisible. Un jour, deux promeneurs sont tombés malades au même moment, ressentant d'intenses douleurs. Ce n'est qu'après avoir marché 45 mètres plus loin qu'ils se sentirent mieux. Au mois d'août 1977, Dave Stringer, un enquêteur sceptique, visite la zone équipée d'un compteur Geiger à la recherche de radiation qui pourrait expliquer les phénomènes. Dave raconte qu'alors qu'il parcourait les bois, il aperçut une forme sombre au loin, qu'il décrivit être une masse noire d'environ 3 mètres. Derrière elle, un large disque blanc passa derrière les arbres avant de disparaître dans le ciel, et la forme disparut simultanément. Lorsque Dave se rendit à l'endroit où il aperçut la forme, il releva une empreinte à 4 doigts au sol. Il s'empressa de faire un croquis rapide de l'empreinte, et dessina sans le savoir une empreinte semblable à celle d'une illustration dans le Dictionnaire infernal, un ouvrage dédié au paranormal et aux sciences occultes. L'empreinte appartiendrait au démon Amducia, un grand-duc des enfers. D'habitude, je ne vous donne pas mon opinion, mais là, honnêtement, je pense que ce témoignage est caduque, soit inventé, soit complètement mensonger, et il est beaucoup trop gros par rapport aux événements qui vont suivre et à ceux qui ont déjà été racontés. Voilà, je le trouve en décalage complet. Quoi qu'il en soit, dans la même décennie, des disparitions et des meurtres ont lieu dans la forêt. Et ces événements arrivent en même temps que les témoignages d'observations d'ovnis, de malaises et de phénomènes paranormaux. Les années 70 sont également le départ d'une période sombre pour Clapham Wood, car une série de meurtres sordides y prennent place.
En juin 1972, Peter Goldsmith, un policier ancien membre d'un commando des Royal Marines, disparaît alors qu'il faisait une randonnée dans la forêt. Son corps fut retrouvé 6 mois plus tard sous un tas de ronces. À l'été 1975, Léon Foster, un retraité, disparut lors d'une promenade dans la forêt de Clapham. Son corps fut retrouvé 3 semaines plus tard par un couple à la recherche de leur cheval perdu. 2 meurtres supplémentaires eurent lieu dans la forêt. Le révérend Harry Neil Snelling à Halloween en 1978, mais son corps ne fut retrouvé qu'au mois d'août 1981, et la dernière victime fut Gillian Matthews, une sans-abri schizophrène retrouvée en septembre 1981. Le coupable, Jim Withers, aurait été arrêté et jugé pour les 4 meurtres. Cependant, je ne trouve des mentions de son arrestation nulle part si ce n'est sur un blog. De plus, j'ai essayé de trouver des sources crédibles en rapport avec les meurtres, mais hormis 2 sources internet journalistiques, je suis resté dans le flou. Cependant, sur un forum, des gens se sont posés les mêmes questions que moi. Ils pensent que Jim Withers n'a jamais existé et sont parvenus à retrouver le certificat de décès de Léon Foster, ainsi que plusieurs mentions sur les corps retrouvés. Et les internautes pensent que les morts sont peut-être liés à un mystérieux culte qui aurait hanté les bois de Clapham autrefois. L'histoire ne fait en réalité que commencer. Et alors que les animaux disparaissent petit à petit dans la forêt, des rumeurs autour d'un mystérieux culte commencent à émerger. En avril 1975, un chien promené par le fils de Peter Love court dans les bois. Il disparaît sans laisser de traces et ne sera jamais retrouvé. Les disparitions d'animaux se succèdent, mais dans un cas, le Golden Retriever a été retrouvé paralysé, tandis que dans un autre cas, un carlin subit une crise d'épilepsie. Un témoin souhaitant garder son anonymat décrit comment son chien est subitement devenu très agité dans le bois de Clapham, se comportant comme un animal effrayé. Tous ces éléments semblent éparpillés et n'avoir aucun lien entre eux. Charles Walker, un enquêteur de l'étrange et du paranormal, décide de mener l'enquête, afin de découvrir ce qui se cache réellement dans ces bois. Charles Walker a couvert tous ces phénomènes au moment des faits et atteste de l'authenticité d'une grande partie des témoignages. Il s'intéresse aussi bien aux premiers témoignages datant d'avant que l'affaire ne fasse bonne presse localement qu'aux plus récents. Et il est parvenu à extraire un point commun entre les témoignages de disparition d'animaux et les personnes malades. Tous se déroulent dans 2 zones précises, l'une proche du village et une autre assez isolée, à l'autre bord de la forêt. Cependant, malgré l'analyse de tous les facteurs possibles, Walker ne parvient pas à les lier aux observations d'OVNI, ni à trouver une explication plausible. D'ailleurs, au cours de mes recherches, Walker ne mentionne jamais les meurtres de Clapham. Peut-être parce qu'il ne s'y intéresse pas ou qu'ils n'ont tout simplement pas eu lieu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Walker décide de faire publier des annonces dans la presse pour obtenir des informations. Et il obtient des réponses utiles. Mais beaucoup de plaisantins ou de fanatiques en manque d'attention s'amusent également à le contacter. Mais un jour, Charles reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser son enquête. L'informateur donne rendez-vous à Walker dans les bois. Walker est d'abord réticent, mais il s'y rend finalement. L'informateur, caché derrière un arbre, s'adresse à Walker, qui ne le regarde pas, parce qu'il est tout seul et ne se sent pas du tout rassuré. L'informateur lui apprend l'existence d'un groupe occulte dans les bois, les Amis d'Hécate, qui sacrifient des chiens lors de leur rituel afin de vénérer la déesse Hécate. Avant de poursuivre, Charles tient à préciser certaines choses sur l'occulte. Les raccourcis clichés sont faciles et dangereux lorsqu'on parle de sorcellerie, satanisme et magie noire. On pense immédiatement à des pillages de tombes, des sacrifices et une débauche sanglante et sexuelle en mettant tout dans le même panier. Mais il y a des différences. Les événements occultes ayant eu lieu à Clapham ne correspondent pas à de la sorcellerie et des rites païens. Et les adeptes de l'occulte rapportent régulièrement qu'il n'y a pas de magie noire ou de magie blanche. Il n'y a que des forces que les adeptes de l'occulte dirigent vers un objectif défini, bon ou mauvais, ce qui caractérise les appellations de magie noire ou blanche. C'est du moins la définition qu'en fait Charles. Ce qui se déroule en apparence à Clapham se rapproche donc d'un culte qui glorifie la déesse Hécate. L'informateur explique que le culte s'est formé dans le Sussex, puis s'est installé à Clapham.
Il explique que le culte sacrifie des animaux au cours de leurs réunions mensuelles et que les membres seraient prêts à tout pour protéger l'identité et les activités du culte, dont certains membres seraient haut placés. L'homme s'en va par la suite. Était-il un membre souhaitant quitter le culte ou juste quelqu'un désirant que leur existence soit découverte? Charles ne sait pas et il poursuit l'enquête. Il s'intéresse à la déesse Hécate, décrite comme ayant 3 têtes. Lorsqu'elle est invoquée, on dit qu'elle apparaît suivie par une meute de chiens de chasse, et autrefois, des chiens étaient sacrifiés en son honneur. Elle est également la reine des sorcières. Pour Charles, les similitudes entre Hécate et les pratiques du culte sont donc évidentes. Walker enquête sur la présence des amis d'Hécate, mais personne ne semble avoir entendu parler du culte ou de quelque chose s'apparentant à de la magie noire. Walker devient douteux. Pour lui, les amis d'Hécate ont un ou plusieurs contacts dans le village de Clapham qui couvrent leur existence et leurs agissements. Walker fait la rencontre de Toyn Newton, un autre enquêteur. Ils échangent leurs informations et décident de travailler ensemble. Ils décident d'écarter les témoignages d'OVNI qui ne semblent pas connectés à l'affaire, et ils se concentrent sur les autres mystères de Clapham Wood. Après des mois de collecte d'informations, d'interviews et d'enquêtes, Walker décide d'interroger des contacts à lui qui appartiennent à des cercles occultes. Il interroge ainsi Elimas, le haut prêtre d'un couvent de sorciers païens à Brighton. Elimas décrit le culte des amis d'Hécate comme un groupe qui sait ce qu'il fait, et après avoir trouvé un lieu aussi atmosphérique que Clapham pour leur rituel, ils ne bougeront pas et protégeront le lieu. Elimas termine en mettant en garde Walker sur les dangers qu'il court en poursuivant. Les années passent. En juillet 1985, un journaliste intéressé par les événements contacte Walker. Il souhaite passer une nuit dans la forêt pour enquêter. Walker accepte et sa femme, Jeanne, se joint à eux. Après une journée passée dans les bois et à la nuit tombée, les 3 enquêteurs équipés de lampes électriques parcourent un sentier à côté d'une église et s'apprêtent à retourner dans les bois. Ils arrivent face à un portique en bois qu'ils doivent escalader. Le journaliste passe et tend la main à Jeanne pour la réceptionner. Mais alors qu'elle escalade, Walker décrit qu'une force la tira en arrière et la fit chuter à côté d'une clôture embarbelée. Son bras s'étant pris dans la clôture, les 2 hommes décident de conduire Jeanne à l'hôpital pour éviter une infection. Ils retournent par la suite dans la forêt pour y finir la nuit, mais il ne s'y déroule rien d'inhabituel. En 1987, Charles Walker publie The Demonic Connection, un livre qu'il coécrit avec Toyn Newton dans lequel il retrace son enquête qu'il mène au culte des amis d'Hécate. Walker retourne très souvent au lieu de l'incident de sa femme, mais il ne se passe jamais rien. Et depuis la publication de son livre, qui a eu une certaine notoriété, il n'y a plus aucune trace du culte. Et des contacts apprennent à Walker que le culte se serait déplacé vers le sud du pays pour poursuivre leur rituel. Pensant les événements terminés à Clapham, Walker laisse l'enquête en suspens. Mais y a-t-il au moins une preuve de l'existence de ce culte à Clapham? Alors que Walker a cessé son enquête, il est contacté par Chi, un membre d'une association de protection animalière qui a désiré garder l'anonymat. Chi, qui est inquiet par la disparition des chats dans les environs, mène l'enquête dans les bois de Clapham. Il y fait alors une découverte qui s'avère cruciale pour Walker et relance toute l'enquête. Chi conduit Walker à l'endroit de sa découverte. Bien cachés derrière ce qui ressemble à s'y méprendre à de simples feuillages, les 2 hommes pénètrent dans une planque entièrement faite de matériaux naturels. Au fond de la planque, ils découvrent un second accès, caché et qui mène à une autre pièce, plus large, qui semble être parfaite pour accueillir 2 à 3 personnes souhaitant méditer ou effectuer des rituels. Ils découvrent une dernière petite pièce qui servait probablement de dortoir. Chill informe qu'il était déjà venu auparavant avec des médiums qui confirmèrent l'utilisation occulte du lieu. Rapidement, Walker reprend l'enquête. Il fait jouer ses contacts et apprend qu'il y a une soudaine augmentation des sites utilisés pour des rituels dans la zone. Les amis d'Hécate seraient donc toujours là. Proche de Clapham se trouve le lieu d'une potence. Le dernier pendu remonte à 1771 pour avoir braqué un journal. Il s'agit de John Upperton. Walker découvre que le lieu abrite des réunions d'un ou plusieurs groupes impliqués dans le satanisme et la magie noire. Il relève des traces de leur présence qui auraient augmenté depuis quelques mois,
et ce jusqu'en septembre 1995. Sur place, Walker découvre des os d'animaux, de la cire de bougie et des cercles en silex. Walker passe des semaines à enquêter sur les différents sites. À chaque fois, il arrive trop tôt ou trop tard. Il tente donc de trouver un moyen de prédire les réunions, en utilisant notamment le calendrier païen, mais sans succès. Il s'intéresse donc aux positions des planètes et des constellations. Pour les amis d'Hécate, par exemple, le signe astrologique du Sagittaire est extrêmement important, mais Walker manque de détails. Il décide donc d'inspecter chaque site minutieusement. Les indices qu'il récolte paraissent insignifiants ou irrecevables pour la plupart des gens, mais Walker est convaincu qu'ils constituent des preuves. Ainsi, il découvre que les branches de petits arbres et de buissons ont été courbées ou encore liées ensemble, afin d'indiquer l'emplacement d'un site particulier. Des voûtes étaient créées afin d'indiquer la voie vers l'endroit du rituel, et si le site était abandonné, alors ces marques seraient détruites. Évidemment, certaines marques se forment naturellement, et Walker prend bien la précaution de savoir les différencier. À mesure que son enquête avance, Walker découvre que les lieux étaient autrefois utilisés par des païens et des sorcières adeptes de magie blanche, et que depuis, des satanistes auraient pris possession des différents sites pour leurs rituels en y installant de mauvaises vibrations. L'objectif de Ti était d'établir si oui ou non ces groupes occultes utilisaient des animaux en sacrifice pour leurs rituels. À partir de mars 1996, Ti organise des rondes dans les bois de Clapham, y compris au lieu de la cachette découverte. Mais le problème qu'ils avaient à résoudre demeurait le même. Quand ces rituels avaient-ils lieu ? Walker et Ti se focalisent sur l'équinoxe de printemps qui arrive et qui est une fête païenne ayant lieu le 21 mars. Le soir venu, ils enquêtent dans Clapham Wood, sans s'attendre au moindre résultat. Et effectivement, ils ne trouvent rien. Quelques jours plus tard, alors qu'ils s'aventurent assez loin dans les bois, ils découvrent les restes d'un feu entouré par des pierres, au pied d'un très large et ancien arbre. Aucune trace ne laisse supposer que le feu n'a pu être allumé par quelqu'un travaillant dans les bois ou par un promeneur. Et sur la même période, Walker note une augmentation significative d'observations d'ovnis autour de Clapham, qui coïncide avec l'augmentation de l'activité des cultes. L'enquêteur retrace l'historique des phénomènes et leur évolution depuis les 30 décennies sur lesquelles s'étale son enquête. Il remarque que les observations d'ovnis coïncident avec les disparitions d'animaux et les rituels qui ont eu lieu sur la même période. Puis, lorsque le livre de Walker sort et que Clapham est sujet à une exposition médiatique, les phénomènes se calment et les marques sur les sites utilisés sont vraisemblablement détruites. Et depuis, les observations reprennent, tandis que l'activité satanique dans les environs s'intensifie. Y a-t-il un quelconque lien entre ces deux aspects du paranormal ? Difficile à dire, et jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'a pas permis de mettre à jour le culte des amis d'Hécate, tandis que Charles Walker continue ses rondes dans la forêt, en essayant de déceler de nouvelles preuves parmi les œuvres de plaisantins qui fabriquent de fausses mises en scène. Aujourd'hui, le mystère de Clapham Wood demeure intact. Les événements ont été documentés par des journalistes et plusieurs enquêteurs, dont Charles Walker, sur qui je me suis focalisé. On peut en retenir les différents témoignages paranormaux, les disparitions d'animaux, les meurtres sordides et les étranges indices de l'existence d'un hypothétique culte en forêt. Mais la forêt bénéficiait déjà d'un folklore ancestral avec son ancienne utilisation par des druides dans des rites païens. De plus, je trouve que les forêts font partie des lieux qui nous jouent le plus de tours. Elles dégagent une atmosphère presque mystique et peuvent être apaisantes comme effrayantes selon le contexte. Et nos sens peuvent être complètement trompés par énormément de facteurs différents dans les bois, aussi bien de jour que de nuit. Par conséquent, les erreurs d'interprétation sont faciles. Quant aux événements, il n'y a aucune preuve concrète à proprement parler. J'ai trouvé l'enquête passionnante, digne d'un scénario à vrai dire. Et sans remettre en cause la bonne foi de Walker et des autres enquêteurs, si on observe les éléments décrits ici avec un œil rationnel, on remarque effectivement beaucoup de témoignages dont on ne peut pas attester la validité, des disparitions d'animaux et des meurtres. Et le fait d'associer les disparitions d'animaux et les rituels des amis d'Hécate permet de créer une synchronicité qui donne un sens aux événements.
et qui crédibilise l'enquête. En créant un lien de causalité entre ces phénomènes rapportés, Walker donne un sens aux hypothèses. Il les rend palpables, puisqu'on les comprend. Mais y a-t-il vraiment un lien entre tous ces événements? Quelle est la part de réel et quelle est la part d'erreur et mensonge dans les témoignages de tous ces gens? Et si, en définitive, il n'y avait aucun lien entre ces phénomènes, aucun sens, et que, par nature humaine, Walker s'est acharné à mettre des explications sur ce qui n'en a pas. Créer des connexions avec peu d'éléments concrets est à la portée de n'importe qui, et on le fait tous. C'est un exercice qui peut s'avérer dangereux, puisqu'on peut créer des histoires et créer du sens là où il n'y en a pas. Et par conséquent, on peut facilement s'égarer sur une pensée ou un jugement qu'on pense vrai, même si notre raisonnement est biaisé. Le culte des amis d'Hécate a-t-il œuvré dans les bois de Clapham? Ont-ils sacrifié des animaux et sont-ils les responsables de leur disparition? Et une sordide activité satanique a-t-elle eu lieu et continue-t-elle dans les environs? D'ailleurs, concernant la déesse Hécate, je suis resté focalisé sur le point de vue de Walker, mais j'y vois plusieurs contradictions. Walker considère le culte des amis d'Hécate comme satanique, qui est elle aussi une définition erronée. Disons donc qu'il les considère comme malfaisants. Cependant, Hécate est une déesse bienveillante, et encore aujourd'hui, certains Wiccans, des adeptes de la Wicca qui est un mouvement néo-païen, vénèrent Hécate, sans pratiquer de sacrifice. Par conséquent, toute cette histoire, aussi passionnante soit-elle, ressemble beaucoup à un mix de préjugés sur des croyances et des mouvements ancestraux qui jouent sur la peur pour crédibiliser le récit. Est-ce que tout ça a un lien avec les observations d'OVNI? Y a-t-il un sens caché, une explication qui nous échappe? Ou avons-nous voulu, comme Walker, trouver des réponses, en se voilant peut-être la face? Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette grande légende urbaine. J'espère notamment qu'elle vous avait plu. N'hésitez vraiment pas de liker et de partager la chaîne à plein d'autres personnes, de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en description. Et bien sûr, n'hésite vraiment pas de t'abonner et bien sûr d'activer la cloche. Et on se retrouvera prochainement pour des threads d'horreur grands et petits. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.